Nous allons d'ici peu recevoir celui qu'on ne présente plus, Maître Révérend Vincent Kombi. Quand on célèbre le mariage, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Des fois, nous pensons que cela ne concerne que les époux. Mais quand l'amour commence à frapper, c'est là où les enfants comprennent le sens de cette phrase. Alors, pour mieux nous épargner, nous allons donner la parole à celui que Dieu a établi avocat, révérend, pour nous apporter la lumière afin que notre vie soit éclairée et que nous puissions vivre ce bonheur. Maître. Oui, la dernière fois que nous étions ici, c'était le dimanche 20 juillet. Nous avons parlé des régimes matrimoniaux, nous avons parlé du mariage et des régimes matrimoniaux. Nous avons introduit, en fait, notre exposé sur les successions. Je préfère résumer ce que nous avons vu la fois passée. Nous avons parlé des régimes matrimoniaux et défini les régimes matrimoniaux comme étant un ensemble de droits qui s'appliquent aux intérêts pécuniaires des époux dans les rapports qui les concernent entre eux et aussi qui concernent les tiers. Nous avons dit que ces biens concernés par les régimes matrimoniaux étaient principalement les biens que chacun des époux a acquis avant le mariage, ceux que chacun a acquis pendant le mariage, ainsi que les biens conjointement acquis pendant le mariage. Et nous avons distingué 3 types de régimes matrimoniaux. Nous avons dit que les régimes matrimoniaux se conçoivent dans le cadre du mariage. Mariage légalement établi, conformément à la Constitution, conformément au code de la famille. Alors, nous avons distingué donc 3 types de régimes matrimoniaux. Il s'est agi du régime de la séparation des biens, régime dans lequel chacun des époux conserve les biens qu'il avait avant et qu'il a acquis pendant le mariage. Le régime de la communauté réduite aux acquêts qui concerne ou qui porte sur les biens que les époux ont acquis ensemble, tandis que ceux qu'ils ont acquis avant le mariage appartiennent à chacun d'eux. Et le régime de la communauté universelle qui porte sur tous les biens que les conjoints ont acquis avant le mariage et pendant le mariage. Nous avons dit que la dissolution du régime matrimonial, en fait, intervient soit lors du divorce, s'il y a divorce, soit en cas d'absence prolongée et qui a été constatée par le tribunal qui a déclaré l'absence, donc la mort de la personne absente, ou soit à la mort d'une personne. La conséquence de la dissolution du mariage, soit par le divorce, soit par l'absence ou par la mort, et que cela entraîne la dissolution du régime matrimonial. Cela signifie que les biens qui appartiennent à chacun des époux vont être partagés selon les types de régimes choisis par les époux.
S'il s'est agi du régime de la séparation des biens, chacun reprend ses biens qu'il a acquis. S'il s'agit du régime de la communauté des biens, les biens communs sont partagés de moitié. Et s'il s'agit du régime de la communauté universelle, tous les biens acquis par le couple sont partagés de moitié. Qu'il s'agisse de la dissolution du mariage par la mort ou que par le divorce, les effets sont les mêmes. Alors, nous avons, après tout cela, nous avons parlé de succession. Je peux relever une chose que nous avons dit que le régime matrimonial peut être modifié une fois durant le mariage. Et cela dans l'intérêt du couple ou du foyer. Nous avons introduit également la partie concernant les successions. Nous avons dit qu'une succession est un mode de transmission pour cause de mort, c'est-à-dire le mode de transmission du patrimoine d'une personne décédée à une ou plusieurs personnes vivantes appelées héritiers. Mais la succession désigne également le patrimoine du défunt aussi. Nous avons vu également que la succession s'ouvre à la mort du défunt. À partir du moment où la personne décède, en ce moment-là, la loi dit qu'il y a ouverture de la succession. Nous avons distingué deux types, disons deux modes de transmission du patrimoine à la mort d'une personne. Une personne, avant de mourir, peut établir, rédiger un testament et décider du sort de ses biens. Nous parlons alors de succession testamentaire ou succession par testament. Mais lorsque la personne ne laisse aucun testament à sa mort, la loi a réglementé en fait le mode de transmission des biens. Et on parle de succession ab intestate ou succession sans testament. La succession testamentaire est donc celle qui résulte de la volonté du défunt exprimée dans un écrit appelé testament. Nous distinguons trois types de testaments. Il y a le testament appelé holographe. Le testament holographe est celui qui est écrit de la main du testateur lui-même. Il prend un stylo, il écrit son testament. Il est écrit en entier. Il est daté et signé de la main de son auteur. Ce qui est important dans ce testament, c'est l'écrit. L'écrit, c'est l'écriture du testateur. Il écrit de sa propre main. Mais il peut aussi l'écrire à la machine, à condition qu'il mentionne sur chaque page que c'est lui qui a écrit ce testament et qu'il signe.
Nous avons dit, je crois, j'ai expliqué la fois dernière, que le testament, la date est très importante. La date, elle est très importante parce qu'elle permet de déterminer la période à laquelle le testament a été établi. Il est arrivé plus d'une fois que des parties qui sont au procès découvrent que à la date mentionnée dans le testament, la personne décédée était déjà morte. À cette date, elle n'existait plus. Alors, c'est très important qu'on puisse mentionner la date et la signature. Le testament est dit authentique lorsqu'il est établi devant un notaire ou un officier de l'état civil. Il s'agit de l'officier de l'état civil de la résidence principale ou du domicile du testateur. Une personne qui ne sait pas écrire peut également se présenter devant le notaire et faire rédiger son testament. Le testament est dit oral, c'est le troisième type. C'est celui qui est fait verbalement par une personne qui sent venir sa mort. Et il n'est valable que s'il est établi en présence d'au moins 2 témoins. Au moins 2 témoins. Les témoins doivent être majeurs. Nous avons vu également que le testament peut être, il peut être révoqué. Donc, celui qui a établi le testament peut le révoquer. Il y a un autre mode de transmission qu'on appelle légué. On parle de legs universels ou de legs à titre particulier. C'est-à-dire une personne, le testateur, transmet tout ou partie de ses biens à une ou plusieurs personnes qu'on appelle légataires au moment de son décès. Ça, c'est en ce qui concerne le testament, la succession par testament. Mais la succession, elle est ab intestate, c'est-à-dire sans testament, lorsque le défunt n'a exprimé aucune volonté avant sa mort. Il n'a exprimé aucune volonté pour transmettre ses biens aux héritiers. On parle de testament ab intestate ou sans de succession ab intestate ou succession sans testament. Alors, la loi distingue 4 types d'héritiers, 4 sortes ou types d'héritiers. Il y a les héritiers de la première catégorie, les héritiers de la deuxième catégorie, les héritiers de la troisième catégorie et les héritiers de la 4e catégorie. La première catégorie est composée des enfants du défunt qui sont nés dans le mariage ou même hors mariage, mais qu'il a reconnu de son vivant. Elle comprend également, la première catégorie, les enfants adoptifs. Et les enfants nés dans le mariage. Et les enfants nés hors mariage. Et les enfants adoptifs, ils ont tous les mêmes droits. Il n'y a pas à faire la distinction.
que non, tel est un enfant légitime, que l'autre est un enfant né hors mariage, ou que l'autre est un enfant adoptif. Tous ont les mêmes droits. Quant au partage, quand nous allons parler de partage, chacun aura les mêmes droits. Il n'y a pas à faire de distinction. Alors, si les enfants ou l'un des enfants du défunt sont morts avant lui et qu'ils ont laissé des enfants, ceux-ci, ces enfants, donc les petits-fils, les enfants sont représentés par les petits-fils du défunt. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous avez laissé, votre père est décédé. Avant qu'il ne meure, il y a un de vous, un membre de votre famille, un de vos frères ou sœurs qui est décédé, mais qui a laissé des enfants. Votre frère qui est décédé, n'étant pas là, ne pourra pas succéder. Mais ces enfants qu'il a laissés vont prendre la part qui lui revient. Ils ont droit à l'héritage. Alors, la loi distingue les frères et sœurs germains. On appelle frères germains ceux qui sont nés de même père et mère. Mais il y a aussi des frères et sœurs consanguins. Ceux qui sont nés du même père, mais de mères différentes. Il y a aussi des frères et sœurs utérins. Ils sont nés de la même mère, mais de pères différents. Tous ceux-là ont chacun des droits. Mais vous verrez que, prenons les enfants, les frères et sœurs utérins, ceux qui sont nés d'une mère, les enfants qui sont nés d'une même mère, mais de pères différents. Si le père A décède, il n'y a que les enfants qui sont nés de cette femme et de cet homme qui ont droit à la succession de ses papas. Mais ceux qui sont nés en dehors, donc de la même mère, mais d'un autre père, ne peuvent pas hériter sur les biens laissés par le papa A. Et ne peuvent hériter que de ce qui vient de leur père ou de leur mère. Je ne sais pas si c'est clair sur ce point. OK. Les héritiers de la deuxième catégorie sont composés du conjoint survivant, des pères et mères, les frères et sœurs du défunt, donc frères germains ou consanguins ou utérins. Eux, ils forment tous la deuxième catégorie des héritiers de la succession et ils constituent des groupes distincts. C'est-à-dire, le conjoint survivant. Et quand nous parlons généralement de conjoint survivant, on pense directement à la femme, comme s'il n'y a que les hommes qui peuvent mourir avant. Il arrive aussi qu'une femme meure avant son mari. Le mari va bénéficier des mêmes droits que s'il s'agissait de la femme. Alors, les conjoints survivants, c'est un groupe à part. Les frères et sœurs du défunt constituent un autre groupe, toujours dans la deuxième catégorie. Et les pères et mères du défunt constituent aussi un autre groupe. C'est ainsi qu'on parle de 3 groupes au sein de la deuxième catégorie. La partie devient quelque peu mathématique, même si nous, on n'aime pas la mathématique, mais on a été obligé de faire la mathématique de calcul.
Lorsque l'un de ceux-là, à part le père et mère du défunt, s'ils ont un ascendant, s'ils ont par exemple si le grand-père est vivant, donc, je veux être concret, votre père décède, mais il a laissé son père ou sa mère qui est vivant, l'un d'eux, en ce moment-là, ils peuvent hériter, le grand-père, votre grand-père, peut hériter, prendre la part qui revient à votre père. Non, à votre grand-père. Non, la part qui revient à votre... à votre père, oui. Il va hériter. Votre grand-père, il va hériter. Il a droit à cela. Mais s'ils ne sont pas là, en ce moment-là, ce sont les autres qui vont se le partager. Pardon. Les héritiers de la troisième catégorie sont les oncles et les tantes paternelles ou maternelles. Et si les oncles ou les tantes paternelles ou maternelles sont décédés avant le défunt, ceux qu'ils ont laissés comme enfants héritent à leur place. La quatrième catégorie est constituée de l'État. C'est l'État. L'État représente la quatrième catégorie. Je vais dire un mot sur la réserve successorale. La réserve successorale, parce que lorsque vous voulez établir un testament, vous devez tenir compte de la part qui revient aux héritiers de la première catégorie. C'est 3/4. Vous ne pouvez pas entamer cette part quand vous voulez faire des dons. La part qui revient aux enfants ne doit pas être entamée. La quote-part revenant aux héritiers de la première catégorie ne peut pas être entamée par les dispositions d'un testament du défunt établi en faveur des héritiers d'autres catégories ou d'autres légataires universels ou particuliers. Vous ne pouvez pas établir un testament où vous videz tout le contenu de votre patrimoine au détriment des enfants. La loi interdit. C'est ce qu'on appelle la réserve successorale. Le quart qui reste, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible. Vous pouvez faire des dons avec cette quotité, mais ne pas entamer ce qui revient aux enfants. Vous allez, quand vous aurez l'occasion, on va vous parler du rapport. Vous entendrez souvent parler en matière de succession du rapport. C'est quoi le rapport? La loi fait obligation à chaque héritier qui vient à la succession de rapporter aux autres co-héritiers tout ce qu'il a reçu de la part du défunt, soit à titre de donation, soit à titre ou par testament, même avec dispense de rapport, dès lors que cette quotité qu'il a reçue est supérieure à celle que les autres doivent partager. Vous avez fait des dons à vos enfants. Et un enfant, à votre mort, un enfant se présente pour bénéficier du 3/4 des biens que vous avez laissés. S'il a reçu un don, il doit ramener ça dans la masse
successorale pour qu'on partage avec tout le monde. C'est ce qu'on appelle rapport. Rapporter cela pour qu'on puisse partager de façon égale. Parce que la loi veut que chaque enfant puisse avoir les mêmes droits. Qu'aucun enfant ne soit privilégié par rapport à un autre. Mais il est permis aussi de pouvoir renoncer à la succession. Un enfant qui estime qu'il trouve que ce qu'il a reçu suffit, il renonce à la succession. En ce moment-là, il n'a pas l'obligation de rapporter. Parlons de la liquidation et du partage de la succession. Mais il y a une chose d'abord, je vais dire, quand il s'agit de la succession par voie testamentaire, le testateur peut désigner un liquidateur ou celui qu'on appelle exécuteur testamentaire. Quelqu'un qui va jouer le rôle de liquidateur. Parce que il a fait un testament. Mais qui est celui-là qui doit assurer le partage? Qui doit s'occuper de tous ses biens, identifier ses biens pour savoir que tel a reçu plus, que tel autre n'a jamais reçu quelque chose. C'est à l'exécuteur testamentaire de pouvoir jouer ce rôle. Et lorsqu'il s'agit d'une succession sans testament, en ce moment-là, la loi prévoit la désignation d'un liquidateur. Et le liquidateur doit être choisi parmi les enfants, c'est-à-dire les héritiers de la première catégorie. Il faut être héritier de la première catégorie pour être désigné liquidateur. C'est une évolution parce que dans le temps, on parlait du plus âgé des héritiers. Et ce terme prêtait à confusion, de sorte que même les oncles paternels, même un oncle maternel pouvait aussi jouer le rôle de liquidateur. Mais aujourd'hui, la loi dit que ce sont les enfants. Le liquidateur est choisi parmi les héritiers de la première catégorie et ce sont eux-mêmes qui se le choisissent. Ce sont eux-mêmes. Ce n'est pas un conseil de famille qui va se décider pour pouvoir désigner le liquidateur. Cette fois, les choses ont changé, ont évolué. Ce sont les enfants eux-mêmes qui désignent le liquidateur. Il peut arriver que ce liquidateur ne soit pas désigné. Le tribunal aussi peut le désigner. On parle alors du liquidateur judiciaire. On peut se présenter devant le tribunal pour que celui-ci désigne un liquidateur. Mais l'opinion générale au niveau dans le monde scientifique, on estime que même au niveau du tribunal, on doit tenir compte de la présence d'un enfant. Parce que, pourquoi les enfants? Parce que ce sont eux qui reçoivent la plus grande partie. Il a été constaté que très souvent, les autres personnes qui ne sont pas directement concernées par la succession, ou alors qui sont le moins concernées du fait que leur quote-part est très réduite, quand ils prennent la direction ou la liquidation de la succession, soit ils négligent ou alors ils tripotent beaucoup de choses à leur profit pour pouvoir bénéficier de plus d'avantages que ce qui est prévu par la loi. Si les enfants ne choisissent pas parmi eux un liquidateur, ce sera le plus âgé parmi eux.
il passe directement liquidateur. Mais s'il y a des mineurs, le liquidateur choisi devra être confirmé par le tribunal. Alors, comment se fait le partage? La première chose, je suis en train de résumer, la première chose est que, comme nous l'avons dit, à la mort de la personne, le régime matrimonial est dissous. Et comme le régime est dissous, il y a une partie des biens du défunt, quel que soit le régime matrimonial. Régime de la séparation des biens, chacun reprend ses biens. Mais les biens du défunt, la part qui revient au défunt, c'est cette partie-là, c'est sur cette partie que va jouer la succession. Donc la succession ne concerne pas tous les biens laissés par le défunt, mais seulement la partie qui lui revient après la dissolution du régime matrimonial. Je crois que c'est un peu clair là-dessus. Messieurs A et B se sont mariés sous le régime de la séparation des biens. A décède, B reste vivant. Tous les biens de A qui est décédé tombent dans la succession ou dans la masse successorale. Et toute la succession ne va jouer que sur cette partie-là, sur les biens qui reviennent à A. Et dans cette succession, le conjoint survivant est héritier de la deuxième catégorie. Prenons maintenant qu'ils ont opté pour le régime de la communauté réduite aux acquets. C'est-à-dire tous les biens qu'ils ont acquis ensemble pendant le mariage leur appartiennent en propre. On prend ce qu'ils ont reçu ensemble, on le partage par moitié. Une moitié revient au conjoint survivant selon le régime matrimonial et l'autre moitié va revenir au défunt. C'est la partie qui revient au défunt qui est concernée par la succession. C'est clair au moins? C'est clair sur cette question, sur ce point? Ok. Donc la succession ne porte que sur la partie qui revient au défunt. Il y a parfois, les gens trouvent que non, c'est pas normal. Comment est-ce que le conjoint a reçu déjà la moitié? Il doit encore bénéficier avec les autres comme héritiers. C'est tout à fait normal. Les biens, ils les ont acquis ensemble. Ce sont leurs biens à eux deux. Maintenant que l'un est parti et qu'on lui a donné sa quote-part, la loi estime que le conjoint survivant a droit à une part sur le 1/4 qui revient aux héritiers de la deuxième catégorie. Mais ici, il ne s'agit que de mariages qui sont conclus conformément à la loi, c'est-à-dire qui ont été enregistrés ou célébrés devant l'officier de l'état civil. Si vous êtes unis vous êtes limité au niveau coutumier, eh bien, ce partage ne vous concerne pas. Mais les enfants vont en bénéficier. Donc, il est réservé aux enfants ou héritiers de la première catégorie les 3/4. 1/4 revient aux héritiers de la deuxième catégorie. Deuxième catégorie composée des pères et mères, frères et sœurs du défunt, ainsi que du conjoint survivant. Maintenant, comment se fait le partage entre les héritiers de la première catégorie? Chaque héritier de la première catégorie a la même part. Prenons que les 3/4 des biens ou du patrimoine laissé par le défunt. 3/4 composés de
disons, on peut chiffrer, évaluer ça à 100 000. Non, je ne veux pas exagérer. Prenons 10 000 dollars. 10 000 dollars, le défunt laisse 5 enfants. C'est que chaque enfant aura 2 000 dollars. Tout, chaque enfant, né dans le mariage, enfant né hors mariage reconnu et enfant adoptif. Chacun aura 2 000. Aucun enfant n'a droit de plus que cela. Le solde, soit un quart, revient aux héritiers de la deuxième catégorie. Et là-dedans, il y a 3 groupes, comme je l'ai dit. Ce qui fait que quand vous prenez le un quart, le premier groupe aura un 12e de un quart. Le deuxième groupe aura un 12e de un quart. Le troisième groupe, un 12e de un quart. Ce qui fera au total 3 12e, soit un quart. Pour ceux qui sont forts en mathématiques, comme mon frère l'ingénieur, eux, ils sont forts en mathématiques. Nous, on se débrouille. OK. Là, c'est pas si compliqué. On a retenu ça, le principe. Un quart, chacun a un 12e, un 12e, un 12e, et puis ça fait 3 12e, ça revient à un quart. C'est la même chose. Mais au cas où il n'existe pas d'héritier de la première catégorie, les héritiers de la deuxième catégorie reçoivent la totalité de l'hérédité. Si le défunt n'a pas laissé d'enfants, alors tous les biens qu'il a laissés, les 4 quarts, reviennent aux héritiers de la deuxième catégorie, soit au père et mère, s'ils sont vivants, les frères et sœurs et le conjoint survivant. Ils ont la totalité de l'hérédité ou du patrimoine. S'il n'y a qu'un seul groupe d'héritiers de la deuxième catégorie, si au niveau de la deuxième catégorie, il n'y a qu'un seul groupe, plutôt, il n'y a qu'un seul groupe d'héritiers de la deuxième catégorie qui existe aux côtés des héritiers de la première catégorie, ce groupe aura un 8e. Un 8e du un quart. Le solde, soit le 1/8 qui reste, après avoir dégagé le 1/8, le solde sera dévolu aux héritiers de la première catégorie. En plus de 3 quarts, on va leur ajouter le 1/8 qu'on a tiré du deuxième groupe, de la deuxième catégorie. Pourquoi? On estime qu'on ne peut pas permettre que le deuxième groupe, un héritier du deuxième groupe, puisse bénéficier de plus que les héritiers de la première catégorie. C'est toujours pour essayer d'équilibrer, protéger les intérêts des héritiers de la première catégorie. À l'intérieur de chaque groupe, le partage se fait à part égale. À défaut d'héritier de la troisième catégorie, si vraiment il n'y a pas d'héritier de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié peut venir à la succession. Votre beau-kilo, beau-père, belle-mère, peut venir ou une tante, un oncle lointain, membre de votre famille, puisqu'il n'y a pas d'héritier de la troisième catégorie, Oui. Non, j'ai sauté. Lorsque le défunt n'a pas laissé d'héritier de la première ni de la deuxième catégorie, c'est la troisième catégorie
constitués des oncles et des tantes, paternels ou maternels. Ce sont ceux-là qui viennent à la succession. Mais s'il n'y en a pas, ce n'est pas impossible en Afrique de trouver aussi que quelqu'un n'ait ni oncle paternel ni oncle maternel, hein, peut-être dans la ville où il se trouve. On n'a pas de nouvelles des autres membres de la famille. Donc, s'il n'y a ni oncle ni tante, paternelle ou maternelle, alors ce sont des parents lointains ou ceux par alliance qui peuvent venir à la succession. Mais il faudrait que les tribunaux puissent constater qu'effectivement, cette personne a un lien de parenté avec le défunt. À défaut de tous ces héritiers, de toutes ces catégories, alors la succession revient à l'État. Il y a toute une procédure, on la laisse entre les mains de l'État pendant 1 an, et il y a une procédure, on fait des publicités, on peut la publication, hein, pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui va se réclamer de cette famille, et au bout de 5 ans, le bien revient définitivement à l'État. Et la loi prévoit aussi de déshériter un enfant, par exemple. Vous déclarez un héritier indigne pour telle ou telle raison. Par exemple, un enfant qui a accusé son père et le père a été condamné à 5 ans, 10 ans, je ne sais pas combien d'années de prison, le père peut décider de déshériter cet enfant-là. Ou le père a trouvé la mort par le fait de l'enfant. L'enfant a causé du tort à son père. Je ne connais pas de cas particuliers, mais je connais les cas, et si je le citais, peut-être on le connaîtrait ici. Un enfant qui a donné la mort à son grand-père chez qui il restait. Il a donné la mort à son grand-père chez qui il résidait. Donc, on peut le déshériter parce qu'il est indigne. Il a porté la main, il a provoqué la mort de son grand-père, de son père, si c'était le père. Un enfant qui poursuit son père pour faux témoignage. Non, un enfant qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage. De sorte que ce faux témoignage ou cette dénonciation a entraîné la mort de son père. Ou une condamnation à une peine de servitude pénale d'au moins 5 ans. Un enfant qui a rompu ses relations volontairement du vivant de son père. Il s'est éloigné de son père. Il a dit, tu n'es plus mon père, je ne veux plus de toi. Ne me compte plus parmi tes enfants. Il peut être déclaré indigne. Un enfant aussi, qui pendant que le père était, ou la mère était dans ces derniers jours, a profité de ce moment pour pouvoir s'accaparer des biens, de tout ou partie des biens du défunt. Ou celui qui était au courant de l'existence d'un testament
a pris le testament, soit qu'il a falsifié, soit qu'il a falsifié, ou alors il a il a détruit. Cet enfant peut être déclaré indigne. Voilà ce que je peux dire brièvement en ce qui concerne les successions, le mode le partage, la réserve successorale, les rapports, la liquidation et le partage des biens résultant de la succession. Je vous remercie pour votre aimable attention.